Voilà, donc je vais vous parler de l'approche diététique. La diététique est un réel partenaire essentiel du traitement. Vous allez, je vais vous l'expliquer. Avant cela, je vais me présenter en quelques lignes, malgré Yana l'a déjà très bien fait, donc on peut passer la dia suivante. Ça va être assez rapide puisqu'en effet, Yana, vous avez dit, l'essentiel. Donc je suis diététicienne indépendante spécialisée en oncologie. J'ai créé un centre paramédical dans lequel il y a un pôle cancer aussi qui permet, d'accompagner le patient, dans une équipe multidisciplinaire. Et je suis donc cofondatrice de l'annuaire de référencement des professionnels, spécialisés en oncologie qui s'appelle OncoStar, partenaire du HUB et de l'Institut Jules Bordet, co-responsable du groupement diététiciennes en oncologie, et je suis également donc consultante en nutrition. Dia suivante. Alors, comme vous avez pu déjà le voir dans la présentation du professeur, il faut vraiment, vraiment être conscient de ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est touché par le cancer, par la maladie, le corps va fonctionner. Il fonctionne comme un moteur. Et quand on est touché par la maladie, c'est comme si ce moteur, il était mis vraiment sous haute pression. Ses besoins vont augmenter. Il y a un effet lié, ce qu'on appelle donc, ce que le professeur Van Gossem a expliqué, lié à la cachexie. Et donc, cette cachexie, c'est le fait que le cancer lui-même va faire en sorte que le corps a des besoins plus accrus, et parfois même avec une alimentation qui reste, j'ai envie de dire, normale. Souvent, on n'arrive pas à répondre à ces besoins parce que le corps et le cancer en demandent plus. Dia suivante. Donc, pourquoi la diététique fait partie du traitement? Eh bien, j'aime vraiment cette image du moteur, c'est-à-dire que toute l'équipe médicale, les médecins, les oncologues, ce sont vraiment comme des ingénieurs qui vont travailler sur la mécanique, la précision, tout ce qui est technique, tout ce qui est réellement indispensable pour pouvoir avoir les meilleurs traitements et mettre toutes les chances de guérison de son côté. Mais en parallèle, si vous avez beau avoir le plus beau moteur, le moteur le plus performant, la plus jolie des voitures, si vous ne lui mettez pas du carburant, ça ne fonctionne pas. Le carburant, c'est important de travailler sur sa qualité, sur sa quantité, de savoir quand est-ce qu'il faut amener au corps, quels sont ses besoins. Et donc, c'est là où vraiment on travaille en collaboration, les médecins, les diététiciens, pour apporter au corps ce qu'il a besoin. Sans carburant adapté, on a, et c'est prouvé comme le professeur Van Gossem l'a dit, une diminution de l'efficacité thérapeutique, on a une diminution de la tolérance du traitement, on a une diminution de la récupération, et donc d'où vraiment ce travail de collaboration. Dia suivante. Alors, les besoins nutritionnels en oncologie, je vous ai fait ici une petite dia où vous voyez que sans la maladie, selon le Conseil supérieur de la santé, eh bien, un individu, pour fonctionner correctement, doit avoir des apports au niveau des calories entre 25 et 30 calories par kilo de poids corporel par jour. Au niveau des protéines, les protéines, c'est tout ce qui va permettre au corps de bien fonctionner, c'est tout ce qui va permettre d'avoir une bonne structure. Donc, les protéines, elles servent à entretenir et régénérer la masse musculaire, la peau, les cheveux, les ongles, tout ça, c'est en lien avec l'apport protéique. Et donc, un individu sans maladie particulière a un besoin en protéines de 0,83 grammes par kilo de poids corporel par jour. Ça, c'est un petit peu la moyenne des besoins si on n'a pas de maladie. Si on a une maladie, dont le cancer, eh bien, il faut savoir qu'au niveau des apports en énergie, on va essayer de maintenir les apports d'un individu sans maladie, et voire parfois, on va devoir malgré tout augmenter, en sachant qu'il y a une diminution d'appétit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, bien, si vous voulez, prendre en compte. Et qui plus est, comme le corps fonctionne, comme vous l'avez vu, comme un moteur à haute pression, on a aussi besoin d'avoir un apport en protéines beaucoup plus important. Et là, on va presque arriver il va falloir presque doubler l'apport en protéines pour pouvoir donner au corps ce dont il a besoin. Dia suivant.
Alors, pendant le traitement, votre corps va réagir. Il va réagir, il va y avoir des effets secondaires. Ces effets secondaires, ils sont tout à fait, variables. Ils sont fréquents, mais ils sont variables. Ils sont variables d'une personne à l'autre, ça c'est déjà une première chose et puis surtout, ils sont aussi variables d'un jour à l'autre. Et il faut savoir il va falloir justement pouvoir les comprendre, pouvoir, adapter l'alimentation par rapport à ces symptômes et vous n'êtes pas seul, bien entendu, pour pouvoir le faire. Le diététicien a son rôle à jouer. Alors, dans les effets secondaires les plus courants, vous allez retrouver les nausées, hein, ces sensations de maux de cœur, de mal de cœur, de parfois des envies de vomir. Vous allez retrouver des troubles digestifs qui sont souvent, voilà, qu'on va retrouver souvent en déant les 48-72 heures post-chimio, avec des diarrhées parfois importantes. Par la suite, on va pouvoir avoir aussi des troubles du transit avec plus des constipations, des ballonnements, des douleurs. Autre effet secondaire possible, c'est l'impact au niveau de la sphère orale où on va avoir un goût métallique en bouche, des pertes de goût et donc ça va altérer aussi le niveau d'appétit. On peut également avoir des troubles de la déglutition, je ne l'ai pas noté sur la dia, mais donc voilà, une incapacité, une difficulté plus importante d'avaler. On peut avoir des mucites. Les mucites, ce sont des petites irritations, des inflammations qu'on va retrouver au niveau de la bouche et de la gorge, un peu comme des petits aftes qui vont rendre bien les prises alimentaires plus douloureuses. Il y a l'état de fatigue, hein, parce qu'il y a le traitement, parce que s'il y a une perte de masse musculaire, ça va engendrer davantage de fatigue également, ce qui fait que quand on doit manger et rester devant une assiette, devant son assiette pendant une demi-heure, bah, c'est long, c'est fort long, c'est trop long, on est fatigué, on n'a pas envie, et ça a un impact sur la prise alimentaire également. Et puis, bah, vous avez la perte d'appétit global, hein, diminution de cette absence d'envie de manger, même en présence d'aliments, de vos aliments préférés, bien ça va impacter. Dia suivante. Alors, au niveau des signaux d'alarme, il y a 3 grands signaux d'alarme. La première, c'est la perte de poids involontaire. À partir du moment où vous perdez du poids, alors il y a des pourcentages, hein, bien précis, mais ici, ce qui est important, en moyenne, on peut dire qu'à partir du moment où vous perdez des 2 kilos de poids perdu, eh bien, dès lors, ça peut être un signal d'alarme. Quand à la base, vous êtes plutôt fragile, vous avez un faible poids corporel, mais ça n'est pas toujours lié, bien entendu, comme le professeur Van Gossem vous a dit, vous pouvez toujours aussi être également en surpoids ou en obésité, mais malgré tout avoir une masse musculaire plus faible. Lorsque vous avez donc un état de fatigue, une perte de force, ce sont des signaux d'alarme. Si on ajoute à cela un appétit diminué, alors quand on parle d'appétit diminué, vous pouvez avoir comme repère que si vous mangez la moitié de vos apports pendant plus d'une semaine, donc moins de 50% de vos apports pendant plus d'une semaine, ben, c'est également un signal d'alarme. Les maladies chroniques, dont le cancer, les malabsorptions intestinales également sont des facteurs de risque de dénutrition. Et si vous avez une chirurgie, vous avez eu un gros traumatisme aussi associé à un faible poids, une perte de poids, une fatigue, perte de force, mais tout ça, ce sont des signaux d'alarme. Donc j'ai envie de dire, à partir du moment où vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez fatigué, vous avez une perte d'appétit, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant, à votre oncologue, à un diététicien, parce que, en effet, au plus tôt on les détecte, vous allez le voir, au mieux on va pouvoir répondre et contrer cette dénutrition. Dia suivante. Alors, je vous ai fait ici une petite illustration. Le professeur Van Gossem vous a également parlé des conséquences, hein, de cette dénutrition. Il faut vraiment comprendre les enjeux. Lorsqu'on est dénutri, on perd du poids, on perd de la masse musculaire, on va être dès lors plus fatigué, il va y avoir une anorexie générale, une perte d'appétit, on va être plus impacté par le risque d'avoir des infections. On va perdre petit à petit donc ce muscle, cette diminution d'énergie qui va faire que la qualité de vie va diminuer. On va être moins à même de favoriser également l'activité physique et petit à petit, on va passer d'un état de conséquences qui sont encore réversibles à des conséquences qui risquent d'être irréversibles avec des pertes d'autonomie
maladie durable, des risques de complications, le fait que vous deviez aller voilà, régulièrement de retourner à l'hôpital pour X et Y raison, et parfois même, si vraiment on est, j'ai envie de dire, enfin voilà, on laisse les choses s'envenimer, ça peut vraiment malheureusement augmenter le risque de décès. Dia suivante. J'ai réalisé pour ce webinaire des petites illustrations concernant vraiment, c'est ce qu'on appelle la spirale de la dénutrition. Donc vous l'avez compris, si on se laisse aspirer par cette spirale, eh bien, on va malheureusement augmenter les difficultés de pouvoir contrer la maladie. Et il faut savoir, alors les chiffres sont là, c'est pas pour faire peur, c'est simplement pour être conscient de la situation. Il faut savoir qu'un patient sur 5 atteint du cancer décède de malnutrition et non du cancer lui-même. Donc, c'est important que cette spirale, on puisse se dire, il y a des solutions, vous avez des solutions en tant qu'acteur de votre parcours de soins, acteur de votre traitement. Vous avez des solutions grâce aux professionnels qui sont le diététicien, qui sont l'oncologue, pour pouvoir casser cette spirale. Et parce qu'on sait qu'au plus tôt on prend en charge l'aspect lié à la dénutrition, ben au plus vous allez mettre de chances de votre côté pour pouvoir répondre au mieux au traitement. Il y a une étude qui a été faite par Monsieur Lebeau en 2011 en chirurgie oncologique colorectale. Et cette étude a démontré que quand on avait une nutrition adéquate avant la chirurgie, pour préparer à cette chirurgie, eh bien, ça réduisait le risque de mortalité post-opératoire de 23 à 4%. Donc, les solutions existent. Dia suivante. Alors, ces solutions, elles sont, il y en a de différentes. Il y a différentes possibilités, il y a différentes solutions. La première, bien entendu, c'est la base, c'est de favoriser l'alimentation par la bouche. La priorité, c'est vraiment de maintenir le plaisir lorsque vous mangez et de pouvoir dès lors travailler sur un enrichissement. La seconde solution, c'est de pouvoir se dire, si on n'arrive pas à s'alimenter correctement par la bouche, eh bien, il y a possibilité de prendre des compléments nutritionnels oraux. Je vous expliquerai plus en détail tout de suite. Et puis, si jamais ce n'est pas encore suffisant, autre solution, on a la nutrition entérale, qui est une nutrition qui souvent est temporaire, juste pour pouvoir appuyer, vous aider, aider votre corps à pouvoir répondre au mieux au traitement. Et en effet, comme le professeur Van Gossem l'a dit, si le tube digestif est non fonctionnel à ce moment-là, on a également la solution de la nutrition parentérale. Dia suivante. Alors, comme je vous l'ai dit, la nutrition, j'ai envie de dire, naturelle par la bouche va toujours rester la priorité. On va toujours la privilégier parce que c'est dans la sphère buccale qu'on a un plaisir gustatif. Et puis, en même temps, on sait aussi qu'il va falloir favoriser la qualité des repas et pas jouer sur la quantité, puisque, comme je vous l'ai expliqué, l'appétit est réduit. Donc, on va pouvoir essayer, on va travailler sur toute une série d'éléments, dia suivante que vous allez voir tout de suite au niveau de l'alimentation orale. Et donc, on va pouvoir travailler tant sur l'aspect des textures, des températures, sur le fractionnement et sur l'enrichissement. Alors, l'aspect des textures, pourquoi est-ce qu'on travaille à ce niveau-là? Mais par exemple, quand on a justement des difficultés de déglutir ou quand on est assez vite fatigué, eh bien dès lors c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, compliqué d'aller manger un morceau de viande et de commencer à devoir le mâcher, etc. On a tendance à davantage manger si les textures sont adaptées, si on a des textures qui sont plus souples, plus lisses. Et donc par rapport aux textures, je vous ai mis en dessous, c'est un petit peu en petit, mais je ne vais pas passer trop de temps dessus. C'est simplement pour vous informer qu'à partir du moment où vous avez des troubles de la déglutition, eh bien, il est important de pouvoir identifier
La texture que vous arrivez à avaler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des difficultés de déglutir, il faut éviter le risque de fausse route parce que ça peut engendrer des infections respiratoires, ça peut engendrer des étouffements. Et donc, n'hésitez pas à interpeller votre oncologue ou un professionnel de santé pour vous puissiez, avec l'aide d'une logopède, établir quelle est votre capacité de déglutition afin qu'on puisse adapter et qu'on puisse vous expliquer quelle texture sera la plus adéquate par rapport à votre besoin. Alors, au niveau des températures, là, l'intérêt, c'est qu'on sait que, par exemple, quand on a tendance à avoir des nausées ou des dégoûts de l'alimentation ou même des troubles du goût, eh bien, des préparations froides seront plus acceptées que des préparations chaudes, par exemple. Le fractionnement, bien, à partir du moment où on a un petit appétit, qu'on est vite fatigué, ben, l'idée, c'est que, à la place de faire 3 repas principaux, on puisse sur la journée faire 5 à 6 repas et de manger comme de manière fractionnée. Et on a également l'enrichissement. L'enrichissement, on va pouvoir le faire par rapport à l'apport calorique et par rapport à l'apport protéique. Et il y a d'autres solutions, bien entendu, que le diététicien peut vous proposer afin de vous aider à favoriser les prises alimentaires par la bouche. Dia suivante. Alors, l'enrichissement, peut se faire donc par rapport à l'apport protéique, comme je vous le disais. Les protéines, il faut savoir que pour un adulte de 70 kilos, rappelez-vous, quand on n'a pas de maladie, on est à 0,8 g par kilo de poids, donc ça fait 58 grammes de protéines. Pour vous, j'imagine que ça ne vous représente pas enfin, ça ne représente pas, vous ne savez pas très bien ce que ça représente, et je vais vous l'expliquer. Quand on a une maladie, il faut savoir que les apports protéiques, donc comme je vous l'ai dit, sont doublés. Donc on doit amener un apport protéique aux alentours des 105 grammes par jour. Donc on passe de 58 grammes à 105 grammes. Alors ces protéines, on va les retrouver principalement dans le monde animal. Hein. Donc on va retrouver des protéines dans la viande, on va retrouver les protéines dans le poisson, dans les œufs, dans tout ce qui est produits laitiers. On va retrouver des protéines. Alors attention, quand on parle de 105 grammes de protéines, c'est pas 105 grammes de filet de poulet ou de jambon ou de steak ou de fromage. Donc, chaque famille, donc par exemple la viande, on sait que 100 grammes de viande va amener 20 grammes de protéines. Vous avez un œuf, par exemple, hein, qui fait plus ou moins 50 grammes, va amener 6 grammes de protéines. Et donc, il faut pouvoir aussi se dire, ben voilà, dans la journée alimentaire, comment est-ce que je peux atteindre mon besoin en protéines? Et ça, c'est le métier, c'est notre rôle en tant que diététicien de pouvoir vous aider à atteindre les besoins de votre corps en protéines par jour via toute une série de conseils. Autre type d'enrichissement, c'est l'apport en calories. Et donc, cet apport en calories, pour un adulte de 70 kg, en moyenne, bien entendu, on est plus ou moins à 2000 kilocalories, en sachant qu'on doit pouvoir amener ces 2000 kilocalories en sachant que l'appétit a diminué et qu'il y a toute une série d'effets secondaires. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et ces 2000 calories, dans certains cas, on doit malgré tout les augmenter. Et ici, si on les augmente avec 35 kilocalories par kilo de poids, je suis à 2450, 2500 calories, alors que en tant que patient, on a des difficultés alimentaires. Les calories, elles sont amenées par deux grandes familles alimentaires. Hein. Ce sont les glucides, les sucres, et ce sont les lipides, les graisses. Et donc, on va retrouver, je vous ai mis des exemples ici hein, d'enrichissement. Vous allez pouvoir enrichir vos repas en ajoutant du beurre, en ajoutant de l'huile végétale, en ajoutant un peu d'avocat si vous aimez ça. Le fromage amène tant des protéines que des graisses également. Et puis, dans un aspect sucré, on peut aussi enrichir avec du miel, de la confiture et ce genre de choses. Là, à nouveau, c'est le métier, c'est le rôle du diététicien de pouvoir vous aider, vous accompagner pour pouvoir atteindre vos recommandations en fonction de ce que vous aimez, de votre capacité de manger, de votre niveau d'appétit, bien entendu, et d'adapter tous ces conseils en fonction de vous. Dia suivante.
Alors, au niveau, de la prise alimentaire par la bouche, si jamais on n'arrive pas, parce que ça peut arriver, hein, qu'on n'arrive pas à enrichir, avec des aliments, classiques, eh bien, on a des alliés qui sont, extrêmement précieux, qui sont les compléments alimentaires nutritionnels. Alors, c'est CNO, hein, en jargon, médical. Ce sont, des petits compléments dans lesquels on va retrouver des apports en calories, des apports en protéines et des vitamines et des sels minéraux. Alors, il y a une gamme extrêmement variée. Vous avez différentes marques, vous avez différentes textures, vous avez des textures liquides, vous avez des textures sous forme de poudre, de crème, de jus, de potage. On a donc tant des goûts sucrés que des goûts salés. Il y a des volumes qui sont également différents. On va retrouver des bouteilles de 250 millilitres, ou comme vous pouvez retrouver des petites bouteilles de 125 millilitres. Vous avez des yaourts en texture brassée de plus ou moins 200 grammes. Vous en avez d'autres de plus ou moins 100 grammes. Donc, vous voyez que le panel est très large. Et donc, ce qui permet vraiment de pouvoir trouver, et ça, c'est également notre rôle de diététicien, de pouvoir vous aider à trouver ce que vous aimez dans toute cette offre de compléments nutritionnels que nous disposons en Belgique. Dia suivante. Alors, le complément nutritionnel oral au quotidien, je vous ai fait cette petite illustration pour vous expliquer que finalement, à quoi il va nous servir? Il va nous servir à vous aider à atteindre les niveaux de calories et de protéines que votre corps a besoin pour pouvoir bien répondre au traitement. Et donc, il faut savoir que dans une petite bouteille de complément nutritionnel, vous avez un apport de 20 grammes. Comme je vous l'ai expliqué, ça représente l'équivalent de 100 grammes de viande. Donc, dans une petite bouteille de 125 millilitres qui représente un pot de yaourt, par exemple, vous pouvez avoir presque 20 grammes de protéines. Alors, les compléments nutritionnels, l'objectif, ce n'est pas qu'ils remplacent votre repas, sauf conditions exceptionnelles, mais c'est surtout de pouvoir venir entre les repas, comme des petites collations, pouvoir venir bien, vous aider à atteindre vos recommandations nutritionnelles. C'est très intéressant de prendre un complément nutritionnel, par exemple, juste avant d'aller dormir, puisque on sait que pendant la nuit de sommeil, en général, on ne mange pas et le corps reste dès lors à jeun. Et alors qu'il continue à fonctionner et qu'il continue à régénérer des tissus et à se restaurer, si je puis me permettre. Et donc, à ce moment-là, si en soirée, vous lui avez donné un apport nutritionnel adéquat, eh bien, ça va l'aider pendant la nuit à ne pas rester trop longtemps à jeun et de pouvoir justement restaurer ce qu'il doit restaurer, donc tout ce qui est muqueuse, tissu, etc. Dia suivante. Alors, les compléments nutritionnels, soit vous pouvez les consommer tels quels, soit vous pouvez les incorporer dans des recettes. Alors, il y a différentes, à nouveau, toutes les marques ont fait des livres de recettes qui sont très, très intéressants. Ici, je vous ai mis quelques recettes qu'on peut retrouver dans le livre de recettes de Nutritia. Vous avez des recettes sucrées, vous pouvez faire des pains perdus, vous pouvez faire des flans, vous pouvez faire des gâteaux minutes au micro-ondes ou chocolat, on peut faire des tiramisus, on peut les incorporer dans des tartes, dans des milkshakes, etc. Donc, c'est très intéressant. Vous avez également l'équivalent dans les recettes salées. Ça, c'est la dia suivante. Les recettes salées. Alors, dans les recettes salées, on peut retrouver des petits zakouskis, on peut retrouver des petites mousses de jambon, on peut retrouver des flans également, hein, version salée, on peut retrouver des quiches. Il y a vraiment toute une série de choses très intéressantes. Donc, il ne faut absolument pas hésiter à demander ces informations à votre diététicien. L'idée suivante. Alors,
Quand l'alimentation ne suffit pas, quand l'alimentation, pardon, par la bouche ne suffit plus, eh bien, il y a d'autres solutions. Comme je vous dis, l'objectif, c'est de permettre au corps de continuer à avancer, de continuer à répondre au mieux au traitement. Une voiture qui n'a pas suffisamment de carburant, ben, elle ne va pas avancer correctement. Un corps malade qui n'a pas suffisamment d'apport, il va s'épuiser. Et donc, comme solution, on a ce qu'on appelle la nutrition entérale et la nutrition parentérale qui vont permettre d'apporter cette énergie pour continuer à favoriser un traitement adéquat et à favoriser la guérison. Il faut savoir que quand vous perdez du poids, une grosse partie, la majorité des traitements est en fonction de votre poids corporel. Et donc, si vous perdez du poids, ben, la dose de traitement risque aussi de diminuer. Et donc, ça diminue l'efficacité et la réponse à ce traitement. Donc, on va vraiment ensemble éviter que vous perdiez du poids, éviter que vous perdiez cette masse musculaire pour le répondre au mieux au traitement. Et donc, les solutions, il y a suivantes. Alors, la nutrition entérale, c'est quoi? Eh bien, c'est une nutrition via une sonde. Cette sonde, on peut soit mettre une petite sonde nasogastrique qui va passer par votre nez, descendre. C'est une sonde voilà, qui est vraiment qui peut s'adapter à votre mode de vie. Vous pouvez toujours continuer, j'ai envie de dire, à vos activités au quotidien. C'est une sonde qui va dès lors permettre d'injecter ou de vous donner via des liquides. Vous voyez ici les poches de nutrition entérale. Et donc, ça va nous permettre à votre corps de recevoir les nutriments adéquats via ces poches. Cette sonde nasogastrique est également une autre solution quand on doit la garder un peu plus longtemps, qui est une sonde qui est mise directement au niveau du tube digestif. Et là, c'est en fonction, bien entendu, et ça, c'est à voir avec votre oncologue, de vos besoins. Si c'est un court terme, on a tendance à mettre la sonde nasogastrique. Et puis, si jamais il y a du plus long terme, on met des sondes qui sont placées plus directement au niveau du tube digestif. Dia suivante. Alors, cette nutrition entérale, elle est vraiment là pour vous aider dans un moment précis, pour vous soutenir. Bien entendu, bien les choses évoluent et donc, il y a beaucoup de patients qui parfois, à certains moments, donc ils sont, j'ai envie de dire, nourris 100% grâce à cette nutrition entérale. Et puis, au fur et à mesure, les choses s'améliorent et ils retrouvent de l'appétit, ils retrouvent de l'envie de manger, une capacité de pouvoir manger. Et donc, on a souvent des périodes où on va complémenter tant la nutrition entérale va venir en complément de la nutrition normale par la bouche. On évalue à plus ou moins, voilà, il faut au moins pouvoir manger 75% de vos besoins, donc apporter 75% de vos besoins pour pouvoir faire en sorte de retirer cette nutrition entérale. Et donc vraiment, il faut voir ça comme un soin de support momentané. Dia suivante. Et donc, autre solution, si le tube digestif ne fonctionne plus correctement, eh bien, il y a également la nutrition parentérale, qui est une nutrition par voie intraveineuse, qui peut également permettre d'amener au corps ce qu'il a besoin de cette manière. Vous l'avez compris, la dénutrition est fréquente, mais elle peut être limitée, elle peut être évitable. C'est un travail d'équipe multidisciplinaire. Vous êtes l'acteur de votre parcours, de votre traitement. Nous sommes là en tant que professionnels de santé, les oncologues, les diététiciens, les médecins traitants, pour vous accompagner dans ce chemin. Et donc, il existe des solutions. Au plus tôt vous allez, on va prendre et on va vous accompagner et vous allez pouvoir, en tout cas, on peut diagnostiquer ces dénutritions, mais au plus la prise en charge et l'accompagnement va être efficace. Donc, se faire accompagner, vous l'avez compris, c'est vraiment très important. Le diététicien nutritionniste est le professionnel de l'alimentation et donc n'hésitez absolument pas
à contacter ou à demander via votre oncologue les coordonnées d'un diététicien si vous avez des questions et pour vous aider en tout cas le long et le cheminement de votre traitement et même après, bien entendu, dans toute cette phase de réhabilitation où, vous l'avez compris, la nourriture reste un besoin fondamental, essentiel. Je vous remercie beaucoup. Pardon, avant de vous remercier, j'avais quand même prévu pour vous, parce que je trouve ça intéressant d'avoir certains petits outils. Et donc, je vous avais, cette diapositive reprend bien quelques conseils. Donc, la première chose, donc, je vous l'ai dit, demandez conseil à votre oncologue pour avoir des coordonnées, ou à l'infirmière de coordination pour avoir des coordonnées de diététicien. Vous pouvez également retrouver des diététiciens sur le site de l'UPDLF, qui est l'Union professionnelle des diététiciens de langue française en Belgique. Vous avez également des diététiciens sur Oncostar. Et puis, si vous souhaitez par vous-même déjà prendre quelques informations, vous avez la Fondation contre le cancer qui a réalisé un guide de conseils nutritionnels et de recettes adaptées. Et puis, vous avez également l'European Cancer Patient Coalition qui a réalisé une fascicule pour bien vivre pendant un traitement du cancer, dans lequel vous allez retrouver également toute une série de conseils liés à l'alimentation. Voilà, maintenant, je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention. Vous n'hésitez pas à me poser toutes les questions, je suis à votre disposition.